Allez. Bon, on va reprendre tout de suite avec la communication de Vincent Pavant, qui est donc maître de conférence à Aix-Marseille Université en mathématiques. Oui, bien, merci Hélène. Donc je vais vous parler d'immunité collective, effectivement, puisque c'est un sujet qui a énormément défrayé la chronique médiatique, en fait, et qui est invoqué très souvent sans être questionné. C'est la définition même de la doxa, pour enchaîner sur ce que disait Laurent. Et ce qui est fondamental à comprendre dans cette immunité collective, c'est que c'est un des concepts probablement les plus vieux d'épidémiologie et en réalité les plus incroyablement sans consistance scientifique et mathématique. Donc en fait, moi j'ai étudié ça effectivement du point de vue des mathématiques et du raisonnement qu'on peut faire sur des équations et voir ce qu'on peut interpréter des équations pour dire ce qu'elles ont à dire éventuellement dans le réel. Et là, on va voir que c'est une catastrophe, mais absolue. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu ça. Moi, je travaille en modélisation mathématique depuis toujours, je fais que ça. J'enchaîne effectivement les mathématiques, l'interprétation et la modélisation physique. Et je peux vous dire qu'à ce niveau d'inconsistance, c'est quelque chose de remarquable, qui fait que, comme j'avais commencé à entamer le débat avec Juliette, qui a présenté hier, l'épidémiologie, c'est un sujet d'épistémologie, en fait, qui doit nous aider à comprendre comment se construit le scientisme. Ce n'est pas du tout une science, c'est quelque chose qui vous montre comment se construit le scientisme. Et c'est ce que je vais déconstruire ici aujourd'hui. Donc l'immunité collective s'interprète à peu près comme suit. C'est ce qu'on vous a dit depuis toujours, dans les médias, en tout cas depuis 2 ans. Si une fraction suffisante d'une population donnée est immunisée, alors soit une immunité naturelle parce que vous avez eu le virus, soit une immunité artificielle par un vaccin, alors l'épidémie cesserait automatiquement de se propager. Bon, c'est quelque chose, alors, on a l'impression d'une baguette magique quand même, c'est-à-dire qu'il y a un effet de seuil, et puis au-delà, tout va bien, et puis en dessous, c'est une catastrophe. Donc c'est quelque chose d'assez difficile déjà à comprendre, parce qu'il y a une rupture de continuité, et on ne verrait pas bien pourquoi, disons, au-delà de 70% de la population immunisée, tout d'un coup, l'épidémie s'arrêterait. Ça paraît quelque chose d'assez inquiétant. Bon, cette théorie d'immunité collective, donc, elle remonte à un article de 1927, alors c'est ça, pareil, qui est assez étonnant, parce que en 1927... si vous voulez, ça fait quand même un siècle, et en un siècle, toutes les sciences ont considérablement évolué, se sont révolutionnées. Très peu ont gardé leurs racines du XXe siècle, si vous voulez, mais celle-là, elle tiendrait depuis 1927. Et donc, c'est un article très célèbre de Carmack et McKendrick, donc là-dessus. Donc, je vous ai cité exactement ce qui est écrit dans l'article. Hein. En général, il y a un seul de densité qui existe, et si on est en dessous, eh bien, aucune épidémie ne peut se propager. Donc c'est ça qui est dit noir sur blanc. Et ça, ce serait la conclusion d'une étude mathématique à partir d'équations censées elles-mêmes modéliser le système. Donc c'est des équations du type SIR. Juliette en a parlé un peu hier, je vais vous les décrire un peu plus en détail. C'est un système d'équations différentielles, tout à fait classique au point de vue mathématique. Alors le modèle SIR, c'est très basique. Vous divisez la population en 3 catégories. On appelle ça un modèle compartimental. Vous avez 3 compartiments. Les personnes saines, c'est ceux qui sont susceptibles d'avoir la maladie. Les infectés, ce sont les malades potentiellement transmetteurs. Et les rétablis, c'est les personnes qui sortent de la maladie, alors d'une manière ou d'une autre. Hein, soit elles sont rétablies, soit, hélas, elles décèdent. Mais en tout cas, on suppose dans ce modèle que les gens qui sortent de la maladie n'y rentrent plus à nouveau. Bon. Et le modèle SIR, donc, le modèle épidémiologique cherche à comprendre et à vouloir traduire en équation comment vous passez d'un état à l'autre, comment d'une personne saine, vous devenez une personne infectée et infectieuse, c'est-à-dire qui va effectivement avoir la possibilité d'infecter les autres, et ensuite comment vous devenez rétabli, comment vous sortez de la maladie. Et c'est ce passage, en fait, donc, de compartiment en compartiment, que vous essayez de décrire avec des équations mathématiques qui seraient d'ordre prédictible, hein, c'est-à-dire capables de vous annoncer le futur par la connaissance du présent via des équations différentielles. Alors, il y a 2 étapes dans le modèle SIR qui vont donner lieu donc, du coup, à 2 équations. La transmission de l'infection, qui va impliquer que vous mettiez en présence en gros un sain et une infectée, et puis en fait le parcours et la sortie dans la maladie, hein, comment vous vieillissez dans la maladie, hein, vous tombez malade, au début vous n'avez pas trop de symptômes, vous n'êtes pas trop infectant, et puis etc. Vous évoluez, puis à la fin vous sortez de la maladie d'une manière ou d'une autre. Donc en fait c'est ces 2 idées qui vont essayer d'être effectivement mises en équation par Carmack et McKendrick sur la forme de ce qu'on va appeler ensuite le modèle SIR. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce modèle SIR? Donc, c'est ces 2 étapes dont je vous parlais. Hein. L'étape ici de transmission, ici l'étape de vieillissement dans la maladie. Et en fait, les équations que je vous présente, c'est très intéressant.
c'est les équations auxquelles Kermack et McKendrick auraient dû arriver s'ils avaient été capables de mettre en forme un raisonnement. Bon, simplement, ils ne sont pas capables de le faire. Et donc, ces équations qui sont assez simples, donc ça, c'est l'équation qu'on appelle de vieillissement. Hein. C'est une équation de pyramide des âges. Donc, vous vieillissez dans la maladie et vous pouvez en sortir avec un certain taux de sortie, selon ici une variable qui est l'âge d'infection dans la maladie. Hein, donc en fait, bon, c'est une équation de population de pyramide des âges, c'est très basique, c'est connu depuis très longtemps, etc. Mais en fait, cette équation-là, ils ne sauront pas l'écrire parce qu'ils voudront en même temps qu'ils l'écrivent, ils voudront la résoudre. Et donc en fait, ils vont faire un espèce de méli-mélo, de bouillie formelle là-dessus, qui fait que dans le papier de Kermack et McKendrick, l'équation 1 est fausse. C'est un truc remarquable, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait 100 ans que les gens lisent ça, et il n'y en a pas un, moi j'ai pas vu un type qui disait « Ah oui, effectivement, là, il y a un gros problème quand même, et quand vous remontez à l'équation 1, c'est fausse ». Ils vont effectivement confondre la condition initiale et la condition limite dans cette équation. Ils vont faire une somme des deux, enfin un truc épouvantable. Et du coup, en fait, ils ne sont pas capables d'écrire ça. Donc ça, c'est pour le vieillissement dans la maladie, avec ici un terme de sortie. Et puis, vous avez ici le thème de propagation, on va dire, de l'infection. Lorsque des personnes saines rencontrent ici des personnes infectées, eh bien, elles peuvent transmettre la maladie avec un certain taux de transmission qui lui-même dépend de votre âge dans la maladie. Si vous êtes au début de la maladie, vous n'êtes pas vraiment infectieux. Si vous êtes un peu plus loin dans la maladie, vous l'êtes plus. Et donc ici, c'est un coefficient de diffusion qui dépend effectivement voilà, de l'âge dans l'infection. Donc ça, c'est un système couplé qui est assez simple pour vous donner une idée. En fait, c'est un peu ce qu'on fait dans ce qu'on appelle la multiphysique. Un étudiant de 4e année aujourd'hui en fac, il passe son temps à écrire ce genre de trucs. C'est des systèmes couplés, c'est des équations qui sont assez simples à comprendre dans leur conception. Et souvent, ce qui fait la difficulté, c'est le couplage des systèmes. Et donc ici, les deux sont couplés par ce terme-là qui va servir de terme de naissance dans l'équation de population. Ici, c'est ce qu'on appelle donc la condition limite qui est donnée dans l'équation de population. La condition limite, c'est le nombre de personnes qui naissent chaque année et qui vont alimenter. Donc ici, c'est le nombre de personnes qui tombent malades. Bon. Donc en fait, ce système-là, il est un peu compliqué, mais en fait, quand vous supposez que les taux de diffusion et de rétablissement sont des constantes, ce que font comme hypothèse Kermack et McKendrick très vite, eh bien, vous obtenez un système d'équations qui est censé vous donner l'évolution dans le temps des grandeurs de comptage intéressantes, le nombre de personnes saines, le nombre de personnes infectées et ici le nombre de personnes rétablies. Et tout ça obéit donc à un système différentiel du premier ordre, qui est faiblement non linéaire. Donc à nouveau, en termes de difficulté mathématique, si vous voulez, c'est la première chose que vous faites en deuxième année ou en première année quand vous faites les équations différentielles. Vous voyez ce genre de truc. Et donc vous savez que ces équations, pour les résoudre, donc, qui sont censées vous donner l'avenir déterministe de l'épidémie. C'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire que Kermack et McKendrick vous font croire que, en gros, les épidémies, ça se modélise exactement comme la gravitation des planètes. Même chose, c'est aussi exact, c'est aussi fiable. Et donc vous avez un système ici du premier ordre que vous devez résoudre. Alors quand même, il faut donner un peu d'informations pour résoudre ce genre d'équation. Il faut que vous supposiez, alors là ça commence à devenir de plus en plus incertain si vous voulez. Déjà, croire que ce serait déterministe, une épidémie, c'était un petit peu déjà gonflé. Mais en plus, pour la résoudre, vous devez supposer qu'à un instant donné, vous connaissez exactement le nombre de personnes saines, exactement le nombre de personnes infectées et exactement le nombre de personnes rétablies. Bon, ce qui est évidemment complètement aberrant, parce que quand vous commencez en général à observer une maladie, vous savez que les gens que vous avez observés sont malades, mais vous ne savez pas combien en général, dans la population générale que vous avez face à vous, vous avez de malades, c'est le gros problème. Et vous ne savez pas du tout combien de personnes vont participer au jeu de la contamination, puisque, comme l'a rappelé ce matin un intervenant, j'ai oublié, on savait que les enfants au début, par exemple, n'étaient pas susceptibles, avec la première souche de Wuhan, n'étaient pas susceptibles de tomber malades. Donc en fait, vous connaissez absolument rien de ces grandeurs, ce qui fait que de toute façon, même si vous croyez à votre système de modélisation, on va voir qui peut marcher, de toute façon, vous ne savez pas comment le renseigner. Et donc, à un instant donné, vous êtes incapable de toute façon de prévoir quoi que ce soit dans une épidémie. Ce n'est pas vrai qu'on peut prévoir comment ça va se passer, c'est absolument faux. Bon. Donc, c'est un problème de modélisation, on va dire, qu'est-ce que je dois faire pour remplacer ces conditions qui normalement sont nécessaires pour résoudre cette équation-là? Par quoi je dois remplacer ces conditions pour faire en sorte que, effectivement, ce soit compatible un petit peu avec l'information que j'ai? Et la seule manière de faire sauter ce qu'on appelle cette condition de Cauchy que je ne connais pas, c'est de la remplacer par une condition à l'origine de l'épidémie qui, elle, est parfaitement connue, qui dit, à l'origine de l'épidémie, j'ai quasiment pas d'infectés, j'ai quasiment pas de rétablis, et toutes les personnes sont des personnes qui n'ont pas encore été affectées par la maladie. Et donc, en fait, dans votre équation mathématique, il faut remplacer la condition de Cauchy par une condition, en fait, à l'origine.
Et c'est dans le fait de devoir imposer à l'équation ces conditions à l'origine que vous allez retrouver une fameuse relation qui est le R0, il doit être strictement plus grand que 1. Hein, et donc le R0 strictement plus grand que 1, ce n'est pas parce que l'épidémie pourrait ou ne pourrait pas se développer. Vous avez toujours besoin dans les systèmes SIR d'un R0 strictement plus grand que 1 pour pouvoir être sûr d'imposer ces conditions à l'origine qui sont les seules conditions naturelles de l'épidémie et qui vous permettent de faire sauter cette condition-là que vous ne connaissez pas. Bon, ça veut dire que ça ne sert à rien de vouloir rendre R0 plus petit que 1, ça n'est pas possible. Si vous avez dans l'équation ICR R0 plus petit que 1, c'est que vous ne modélisez pas une épidémie en fait. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas se développer, c'est juste que vous ne pouvez pas la modéliser. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment la seule interprétation du seuil qu'on peut donner. Ce n'est pas qu'il y ait un seuil qu'on pourrait manipuler et qui ferait que l'épidémie pourrait ne pas se développer. C'est que si vous n'avez pas cette relation-là, votre modèle, il ne veut rien dire. Donc du coup, c'est déjà une mythologie qu'il faut faire tomber, parce que ce R0, on en a entendu à toutes les sauces, et il n'a jamais voulu dire la même chose, et personne ne sait d'où vient. Et en fait, quand Kermack et McKendrick déterminent cette condition-là, c'est bien parce qu'ils cherchent effectivement à imposer ces conditions limites-là, même s'ils ne le disent pas bien, parce qu'ils ne sont pas effectivement forcément très, très calés sur la modélisation en fait, et sur les mathématiques, mais c'est bien de là que ça vient. Bon. Alors le modèle ICR, à quoi ça sert? Le modèle ICR, ça peut servir ou ne pas servir, ça dépend des situations, ce n'est pas un modèle absolu, c'est un modèle qui peut marcher. Là, je vous ai donné par exemple sur la courbe de mortalité en, fait, en Italie au printemps, eh bien, le fait qu'il y avait un très beau modèle ICR qui pouvait effectivement matcher en fait, ici les données. Et je vous expliquerai comment on peut reconstruire ce genre de courbe à partir des données mesurées de courbes en fait, de mortalité. Et donc, en fait, quand vous recalculez un modèle ICR sur des données ici de mortalité, eh bien, vous pouvez remonter en particulier à ces taux bêta et gamma, donc de diffusion et de recouvrement que vous allez supposer constants. Donc, c'est tout à fait vrai que le modèle ICR peut servir à modéliser des choses, mais on va voir qu'en tout cas, il ne pourra pas servir à déduire une immunité collective. Alors, c'est juste la ventilation. Et donc, quand j'ai fait reconstruire des modèles ICR pour effectivement les pays européens, je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant. C'est que d'abord, la plupart des pays européens avaient effectivement un modèle ICR qui permettait d'expliquer la mortalité, et que quand on remontait aux constantes de diffusion et de recouvrement sur ces systèmes donc, ICR modélisant la mortalité, on se rendait compte que tous les pays en Europe, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Néerlande, Suisse, Belgique, Irlande, Allemagne, Autriche, ils avaient tous le même coefficient de diffusion quasiment, 0,24, 0,25, 0,21, 26, 31, donc ils sont très très peu dispersés. Il y en a juste un qui sort, c'est la Suède. Et il sort une fois et demie en dessous des autres, de manière significative. C'est-à-dire que le seul pays qui n'a pas confiné en Europe, c'est lui qui a ralenti la diffusion. C'est lui qui a le coefficient de diffusion le plus faible. Et donc, vous voyez, tout ça sans tricher. Hein. Alors moi, j'ai fait les modèles ICR pour montrer qu'ils ne marchaient pas au début. J'étais un peu déçu de voir que ça marche, parce que je pensais que c'était tellement bête que ça ne pouvait pas marcher. Donc il se trouve que ça marche, mais ça ne marche pas dans le sens où on le croyait. Parce que quand vous refaites les calculs propres, vous voyez que celui qui sort de toutes les listes, en fait, c'est vraiment le Suède. Et ce qui est en plus remarquable, c'est qu'ils ont tous le même coefficient, ils ont tous confiné de la même manière. Donc là, il y a quelque chose de très solide scientifiquement, qui est de dire, ceux qui ont effectivement étalé le pic, parce que je vous rappelle que le confinement au début, c'était pour étaler le pic, donc ralentir la diffusion, ceux qui ont réussi, c'était les Suédois, ce n'était pas du tout les pays européens. Bon. Donc ça, c'est la première conclusion. Donc effectivement, on peut bien utiliser des modèles ICR pour effectivement caler ce qui s'est passé au printemps. Alors, je dis que ça marche juste au printemps. Les autres moments de l'épidémie, ça ne marche pas du tout. Donc, ce n'est pas du tout un modèle qui marche de manière universelle. Des fois, il le peut, des fois, il ne le peut pas. Et c'est après l'épidémie que vous savez que le modèle est efficient ou pas. Donc, ce n'est pas la peine de l'utiliser avant. Il faut attendre la fin de l'épidémie pour pouvoir faire l'analyse, mais ça ne vous permettra pas de prédire quoi que ce soit. Bon. Alors donc comment on revient à ces coefficients? C'est une méthode d'asymétrie que j'ai inventée il y a une année environ. Donc en fait les modèles ICR ils montent plus vite qu'ils ne descendent. Donc vous allez mesurer ici le temps entre le pic et le moment où vous prenez la mesure ici. Et celui à droite est toujours plus grand que celui à gauche. Vous faites le rapport des deux, vous en calculez la moyenne et ça donne un truc qui est caractéristique de R0, du rapport bêta sur gamma. Et puis après, vous allez chercher le gamma par une petite formule là, sur la courbe de mortalité avec ici son maximum, quelques grandeurs qui dépendent de R0. Et puis voilà, vous avez la réponse à votre question. Vous pouvez calculer bêta-gamma. Tout ça, c'est démontré. Il n'y a effectivement aucun problème là-dessus. Ça marche très très bien du point de vue numérique, du point de vue expérimental. Donc vous êtes sûr que vos résultats de précédemment, ils étaient tout à fait justes. Bon. Sauf que, en fait, pour les calculer, les coefficients, il faut attendre la fin de l'épidémie encore. Il faut attendre d'avoir toute l'information et ce n'est pas la peine d'essayer de jouer aux devinettes. Et s'ils ont tous fait au printemps, ils ont joué aux devinettes. Ils ont dit, ouais, je suppose que, et du coup, ça va durer 6 mois, il y aura 500 000 morts. Enfin, bon, je caricature un peu, mais en gros, c'était ça. Donc, l'épidémiologie, ça fonctionne surtout
de manière inverse. C'est-à-dire, vous connaissez toute l'histoire, vous essayez de remonter au coefficient. Et pas, je connais les coefficients et je peux en déduire l'avenir. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Sinon, vous ne ferez que des erreurs, c'est ce qu'ils font depuis toujours. Mais évidemment, ça ne les empêche pas de continuer. Bon. Alors en fait, bon, c'est parfaitement faux. On a vu que le R0 strictement plus grand que 1, on en avait besoin toujours. Et ce n'était pas du tout lié au fait que l'épidémie pouvait se développer ou pas, c'était lié au fait que si on n'avait pas R0 strictement plus grand que 1 dans le modèle ICR, on ne pouvait pas, de toute façon, modéliser l'épidémie. Mais en fait, on vous a répété beaucoup dans les journaux qu'il fallait obtenir un R0 strictement plus petit que 1, parce que la R0 strictement plus petit que 1, c'était la garantie que l'épidémie allait stopper. Bon, alors c'est complètement faux, évidemment. À nouveau, vous pouvez construire un modèle théorique très simple que j'ai appelé le modèle de super spreader, qui va vous montrer que vous pouvez contaminer une population entière sans jamais avoir R0 strictement plus grand que 1. Le R0, il va rigoureusement être toujours plus petit que 1. Malgré ça, vous allez complètement contaminer tout le monde. Donc c'est complètement faux qu'il y aurait un lien entre R0 qui mesurerait le nombre de cas secondaires, le fait que ce R0 serait plus petit que 1 et que vous auriez protégé la population. Alors c'est très simple, donc vous supposez, donc c'est ce qu'on appelle un modèle lagrangien, vous supposez que pour chaque individu, vous connaissez le nombre de cas secondaires qu'il a contaminé. Et puis si le R0 c'est le nombre moyen de cas secondaires, bah, vous calculez juste la moyenne de cette variable aléatoire et puis vous voyez ce qui se passe en fait dans votre modèle. Alors le modèle il est simple, vous vous dites voilà, j'ai une population de 101 personnes, et je suppose qu'elles sont numérotées donc de 0 à 100, et je suppose que le premier individu oméga 0, il va affecter les 10 personnes suivantes. Hein, donc vous les notez par oméga 1, oméga 10. Bon. Et parmi les nouvelles personnes infectées, l'individu oméga 1, il va à nouveau, lui, infecter 10 personnes, et les autres n'infecteront absolument personne. D'accord ? Donc vous notez par oméga 11, oméga 20, eh bien, les gens infectés par oméga 1, et puis vous continuez ainsi de suite jusqu'à aller, etc., jusqu'à la personne oméga 81 qui va infecter 10 personnes qui est oméga 91 jusqu'à oméga 100. Bon. Donc les conclusions à laquelle vous arrivez, c'est bien que les 100 personnes ont été infectées, d'accord ? Et puis donc parmi ces 100 personnes, il n'y en a que ici 9 qui ont effectivement, 10 qui ont infecté les autres, oméga 0, oméga 1, oméga 11, oméga 81, tandis que tous ceux qui restent n'ont infecté personne. Puis du coup, quand vous calculez la moyenne du nombre de personnes infectées, qui est le R0, ça vous donne 100 sur 101, c'est strictement plus petit que 1. Fin de la démonstration, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est-à-dire que l'idée de vouloir lier un nombre de cas secondaires au fait que l'épidémie ne peut pas se développer, c'est complètement faux. Vous pouvez construire des tas de modèles où effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Et mon collègue Daniel Krob, il a fait l'inverse, il a pris un R0 très grand, il a montré qu'en fait, l'épidémie ne se développait pas. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est une notion qui n'a aucun sens en fait dans la modélisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a aucune relation de cause à effet entre le R0 en gros et le fait que l'épidémie se propage ou pas. Bon. Donc en fait dans le SIR vous aviez une contradiction en gros, c'est-à-dire qu'on vous dit ouais il y a peut-être un seuil qui permettrait à l'épidémie de ne pas se développer, ce seuil on va dire que c'est le nombre de cas secondaires, et puis en même temps vous voyez bien que dans la réalité ça ne peut pas marcher parce que vous avez des exemples théoriques qui font que déjà vous pouvez infecter tout le monde avec un R0 strictement plus petit que 1. Donc en fait, ils sont très embêtés, les épidémiologistes, parce qu'ils veulent croire à ce seuil, ils veulent croire au fait que s'il y a effectivement dans la population un nombre de personnes immunisées suffisant, il n'y aura pas d'épidémie qui va se propager. Mais en fait, on sait que ça ne peut pas exister, donc en fait, ils vont inventer quelque chose. Mais ils vont vraiment construire de rien quelque chose. Ils vont inventer donc une interprétation dans le modèle SIR qui va leur faire dire que si on a dans une population donc donnée à un moment donné eh bien, suffisamment de personnes qui sont immunisées, on va arrêter l'épidémie. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme si le fait donc d'immuniser un certain taux, hein, le taux qu'ils vont immuniser c'est 1 sur R0, donc comme si le fait d'avoir originellement un nombre grand N de personnes qui sont susceptibles d'avoir la maladie, le fait de le faire passer à 1 moins 1 sur R0N, hein, c'est le fameux seuil d'immunité collective à 1 moins 1 sur R0, en fait ça revenait du point de vue épidémiologique à garder les conditions à l'origine, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on est parti avec un nombre grand N de susceptibles, 0 infectés et 0 rétablis, mais que l'immunisation, donc en général la vaccination, a permis d'accélérer en fait le temps de sorte que l'épidémie ne commence pas effectivement avec ces conditions-là, mais elle commence au pic épidémique, et comme elle commence au pic épidémique, eh bien, sa poursuite ne peut être qu'une diminution. Donc c'est ça qu'ils vous disent. Ils vous disent le fait en gros de vacciner, d'immuniser, ça fait qu'on accélère l'épidémie dans le temps. Le fait d'immuniser fait qu'on accélère l'épidémie dans le temps, et donc on arrive directement au pic épidémique, et donc du coup ça ne peut que diminuer. Rideau. Donc en fait, c'est pas du tout ça. Si vous commencez effectivement le jeu de la contamination avec moins de susceptibles, vous allez juste changer la condition à l'origine,
Mais en fait, l'épidémie, elle va continuer à se propager parmi ceux qui restent à contaminer. Ce n'est pas vrai que vous avez accéléré le temps, vous avez juste changé la condition à l'origine, mais vous ne pouvez pas empêcher l'épidémie en fait, de se propager. Ce n'est pas vrai. Et donc, en fait, pour eux, cette interprétation qui consiste à remplacer le changement de la condition à l'origine par une accélération du temps, c'est le fait de vouloir inventer à tout prix eh bien, une condition d'arrêt de l'épidémie qui n'existe ni dans les équations ni dans la réalité. En fait. Donc c'est quelque chose qui est complètement chimérique. Enfin, c'est invraisemblable qu'on puisse croire à des fables pareilles. Il ne faut jamais essayer d'interpréter une équation, si vous voulez, pour arriver à ça, parce que du point de vue des mathématiques et de la science, c'est vraiment des histoires à dormir debout. Enfin, c'est de la schizophrénie ou de la paranoïa, ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la science. Hein. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas empêcher effectivement, ce développement d'épidémie, parce qu'en fait, quand vous regardez les équations, elles sont ce qu'on appelle homogènes. En particulier, S, ici, c'est le nombre de personnes susceptibles d'avoir la maladie en France, et I, c'est le nombre de personnes infectées en France ou dans un pays. Et donc, ce que vous dit ce terme-là, qui est complètement homogène, c'est que si vous avez un type qui est infecté en fait, à Brest, il peut transmettre la contamination à un type qui est à Marseille. Donc ça veut dire que, si vous voulez, il n'y a pas de notion de barrage, de gens qui pourraient être à l'abri, parce qu'autour d'eux, il n'y aurait que des gens qui seront immunisés. Si vous voulez, ce terme-là, complètement homogène, c'est que dès que vous introduisez la moindre personne infectée quelque part, vous allez forcément commencer à engager le processus de contamination qui ne peut plus s'arrêter. Et ça, c'est mathématique. Hein, il vous dit, ben voilà, si vous partez avec une certaine quantité, dès que vous allez avoir quelque chose, vous allez diffuser l'épidémie. Donc en fait, l'idée même qu'on pourra arrêter l'épidémie, elle est complètement contredite par la forme même des termes dans l'équation, des termes de diffusion. Donc à nouveau, vous ne pouvez pas comprendre comment on affirme cette idée donc, de seuil d'immunité collective qui permettrait, si on a vacciné suffisamment de personnes dans la population, eh bien tout se passerait comme si on commençait l'épidémie au moment de son maximum, alors qu'en fait la seule chose que ça vous dit c'est que ça change le nombre initial de personnes que vous allez contaminer, mais ça n'empêche pas la contamination de se développer parce que ce terme-là est précisément homogène. En fait, c'est une boucherie, quoi. Enfin, en termes de mathématiques et de modélisation, c'est juste une boucherie. Et en fait, ils le savent les épidémiologistes. D'abord, le Sénat l'avait déjà remarqué, le fameux rapport sur la grippe H1N1 au Sénat, vous le lisez, hein, le Sénat français avait déjà noté que les modèles mathématiques n'avaient aucune consistance et ne sauraient soutenir les décisions publiques. Ils l'ont dit déjà en 2010. Les modèles mathématiques, c'était Flau à l'époque qui faisait tous les trucs, c'est n'importe quoi, ils l'avaient bien compris. Et c'est écrit dans le rapport en disant, bon, la prochaine fois, alors ils le disent, à l'avenir, il faudra faire mieux. Sauf qu'à l'avenir, on vous ressort le modèle de 1927, qui ne marche pas, qui est complètement stupide. Donc là, vous vous dites, c'est quand même invraisemblable. Et donc, celle qui va dénoncer, alors ça, c'est une perle, mais absolue, je ne sais pas si c'est un lapsus ou si c'est à un moment des gens qui s'oublient, j'allais dire, dans la propagande quelque part. C'est Madame Dominique Costagliola, bien connue dans cet amphi, hein, effectivement, on en a déjà parlé, et elle est un peu partout dans tous les mauvais coups, hein, manifestement. Bon, et elle était interrogée sur France Inter, donc le 6 novembre au matin. Et elle disait, donc la journaliste qui lui pose la question, Karine Bécard, lui dit, mais nous qui sommes à 75% de schéma vaccinal complet quand même, 90% de personnes ayant reçu au moins une dose, ça ne suffit pas pour atteindre ce dont on nous parlait au début, cette immunité collective dont on rêve tous. La journaliste, ça fait son boulot quand même. Elle dit, ouais, quand même, ça fait 6 mois là, que vous nous parlez de l'immunité collective. Alors au début, c'était 66. Après, c'était 75, après 80, 90, on va bientôt passer à 120%, je pense, au rythme où on est. Voilà. Et alors là, réponse de Dominique Costagliola, qui est au petit matin blême, là, en termes d'immunité collective, c'est incroyable. L'immunité collective, c'est un concept théorique dans le cadre de modélisation simplifiée. Ça, on a bien compris qu'effectivement, ce n'est pas très sérieux. Concept théorique, sous-entendu, bon, ça annonce la suite. C'est-à-dire qu'en pratique, on comprend bien que ça ne va pas être terrible. Ce qu'on est en train de voir, c'est que dans la vie en vrai, ils découvrent que la vie en vrai existe. Alors ça, c'est un scoop aussi, les épidémiologistes savent qu'il y a une vie en vrai qui n'est pas celle de leur modèle quand même. Alors on est content de l'apprendre au bout d'un siècle avec quand même un rapport sénatorial qui leur disait ça. Et avec comme ça se passe quand ce n'est pas simplifié, puisque c'est assez complexe. Alors là, on met des tonnes pour dire, voilà. La transmission, bon, il y a sans doute des gens qui ne transmettent pas du tout, d'autres qui transmettent beaucoup. Donc ça, je dis, tiens, c'est marrant, c'est le modèle que j'avais donné au CSI. J'avais donné super spreader pour dire, on a des modèles de super spreader où vous voyez bien que R0 est strictement plus petit que 1, et du coup, voilà, et ça remet tout en cause. D'autres qui transmettent beaucoup, eh bien, ça ne marche pas. Elle le sait, quoi. Enfin, je veux dire, à moins d'être complètement idiote, et je ne pense pas que ce soit son cas, hein, je vous le dis tout de suite, ils le savent très bien qu'ils racontent des foutaises depuis toujours. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont cesser d'en parler, que tous les journalistes, d'un ton très docte, vont vous dire « Ah ouais, R0, immunité collective. Hein. » La journaliste, elle connaissait l'immunité collective. Hein. Elle dit « Mais
Vous nous aviez dit que c'était quand même... et elle ne comprend pas. 88% de personnes vaccinées, elle ne comprend pas qu'on n'y est pas, cette immunité collective. Bah, tout simplement, ça n'existe pas, quoi. Bon, voilà. Alors donc, pour conclure sur cette immunité collective, en fait, bon, il faut bien comprendre que l'article de 1927 qui pose donc l'idée du seuil est parfaitement correct. Alors je vous dis, c'est une erreur mathématique par ligne. C'est un calvaire pour les mathématiciens de lire ça. Vous n'en pouvez plus, tout est faux à toutes les lignes. Enfin bon, je ne dirais pas que c'est des escrocs parce que je pense qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils écrivaient n'importe quoi, mais si vous voulez, aujourd'hui qu'on a quand même un siècle de recul, bon, ça suffit, quoi. L'homogénéité des équations dont je vous ai parlé empêche de toute façon toute idée concernant la notion de seuil. Dès que vous mettrez un infecté, toute la population quasiment sera infectée. Tous ceux qui restent infectés en tout cas le seront. Il ne peut pas y avoir de seuil là-dedans. Pourtant, alors un rapport de mai 2020 fourni à l'OPQST, donc l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, donc c'est un truc parlementaire qui est vachement important, qui a une influence et qui pourrait orienter ou réorienter les choses, affirme pourtant que le modèle ICR permet une approche rigoureuse de la vaccination. Ah, mais on y est. Pourquoi ils vous vendent le modèle ICR? Parce qu'ils vous disent il faut vacciner 1 moins 1 sur R0 de la population. Alors au début, R0, il vaut 2, 3, puis à la fin, il vaut 10, de sorte que le seuil d'immunité collective qui n'existe pas, il vaut 60, puis à la fin, il vaut 100%. Et donc tout ça, c'est fait pour justifier rigoureusement l'approche de la vaccination. Et c'est au nom de ce seuil d'immunité collective, effectivement, qu'on a encouragé la vaccination des plus jeunes en disant bah oui, les petits, la porteurs et tout, etc., ils ne jouent pas leur rôle dans la société parce que s'ils sont contaminants, ils vont contaminer les autres et puis ils empêchent d'arriver au seuil d'immunité collective, alors qu'il est monté jusqu'à 80 ou 90% maintenant. Effectivement, si vous voulez 90% d'immunité collective, il faut vacciner aussi les jeunes. Et donc, il y a Fischer, il a dit très clairement les enfants sont une variable d'ajustement numérique. C'est ça qu'ils ont dit. Bon. Et donc, vous voyez à quel point on en arrive à une croyance en une formule magique, parce que c'est ça, 1 moins 1 sur les autres, c'est juste une formule magique. Voilà. Et c'est ce que j'aurais voulu faire comprendre à Juliette, qui n'est pas là, mais qui peut-être regardera cette présentation en replay, en disant, mais il faut être fou pour croire à ces fables-là. Enfin, quand vous regardez le modèle qu'il y a derrière, il n'y a rien qui tient debout, enfin, tout est faux. Je vous ai dit, le modèle ICR, il a quand même des qualités. Hein, j'ai utilisé moi aussi, mais pas pour prévoir une immunité collective, ça, c'est pas vrai. Et donc, on le constate expérimentalement. Le premier, c'était Gibraltar, qui avait vacciné à 110%. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient là, plus tous ceux qui rentraient, étaient vaccinés. Ils n'ont pas empêché la propagation des épidémies derrière. Alors bon, parce que sûrement les vaccins ne sont pas aussi efficaces qu'on le souhaitait, mais de toute façon, cette théorie d'immunité collective, on ne l'a jamais vue en pratique. Enfin, et même à l'inverse, à tous ceux qui vaccinent aujourd'hui le plus possible, ont souvent les pays qui ont les reprises épidémiques les plus élevées. Donc de toute façon, ça ne marche pas, c'est une illusion, et c'est la première des affirmations fausses de l'épidémiologie, c'est il existerait un seuil d'immunité collective qui nous permettrait effectivement de protéger la population des épidémies, sauf qu'en fait, ça sert juste l'industrie vaccinale. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on a propagé ces fables effectivement mathématiques, équationnelles, pour essayer de faire croire que c'était rigoureux. C'est ce qu'il vous dit. C'est rigoureux parce qu'il y a une équation derrière. Oui, mais si l'équation ne veut rien dire, il n'y a aucune rigueur. Donc voilà, en gros, c'est ça la réponse. Donc c'est pas la peine de nous enquiquiner avec ça. Il n'y aura jamais d'immunité collective, en tout cas pas sur ce modèle-là. Et donc c'est un scandale qu'on puisse baser des politiques publiques de vaccination à grande échelle au nom de ça. Et moi, je vous le dis, on est à la limite de l'escroquerie. Voire dans l'escroquerie. Et l'escroquerie, ça serait devant les tribunaux. Donc c'est ce qu'on fait effectivement avec quelques collègues, avec l'association Info Liberté. Maintenant, quand il y a des papiers scientifiques qui racontent n'importe quoi et qui servent à la décision publique, on les porte devant les tribunaux parce qu'on n'a que ça à faire de toute façon. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Alors, on va passer aux questions du public. Est-ce qu'on ne peut pas néanmoins admettre que quand les gens ont des anticorps pour... Est-ce qu'on ne peut pas néanmoins admettre que quand des gens ont une population a suffisamment d'anticorps pour une maladie infectieuse, néanmoins la maladie infectieuse s'arrête? Donc est-ce que pour autant il faut détruire la notion d'immunité collective? Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais la notion d'immunité collective, pourquoi pas? Mais elle n'est pas. Non, mais pourquoi pas? Mais juste, ce que j'ai vu, c'est qu'elle n'a rien à voir avec les modèles qu'on nous propose. Oui, absolument d'accord. Ah oui, moi je suis entièrement d'accord. C'est le principe même d'immunité collective. Parce qu'il me semblait qu'au début, vous mettiez même en cause le principe même d'une immunité Alors, collective. c'est le titre qui doit être trompeur. L'immunité collective, ici, je l'ai vraiment rappelé au sens du modèle SIR, puisque c'est celle-là qu'on nous a rappelé dans les journaux, effectivement. Et pour moi, c'était l'immunité collective dont on a entendu parler dans le public. Ce n'est pas la notion même d'immunité collective qui pourrait exister de manière expérimentale. Par exemple, moi j'ai essayé de voir s'il y avait des papiers expérimentaux sur l'immunité collective, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas si clair. Et donc en population humaine, jamais rien vu de tel, si vous voulez, d'un point de vue clair. Donc moi, l'immunité collective, c'est ce qui est apparu dans les médias, 1 - 1 sur R0. C'est pas vrai que les équations du modèle ICR pourrait justifier ça. Moi, je m'arrête là parce que c'est ce qu'il y a dans le rapport de l'OPEC-ST, c'est ce qui a été effectivement plus ou moins dénoncé par Klaus Agiola sans le savoir, enfin, elle le savait sans doute. Mais sur le fait que ça n'existerait pas dans l'absolu, moi, je ne me prononce pas. Voilà, c'est 1 - 1 sur R0 pour vacciner tout le monde, ça par contre, c'est de la foutaise, ça c'est sûr. Je m'étais aussi intéressée à l'immunité collective et c'était pas vraiment des modèles mathématiques, mais il y avait des articles qui étaient fondés sur les épidémies de rougeole au début du XXe siècle et qui essayaient de modéliser, enfin pas de manière aussi rigoureuse, mais les prochaines épidémies. Et en fait, voilà, c'était fondé sur l'immunité collective acquise par la maladie, par l'infection. Et ben, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire que les taux d'immunité collective qui étaient donnés comme nécessaires, ça allait de 30 à 80, 95%. Enfin, ça collait pas du tout non plus. Donc, avec même une maladie qui est immunisante à vie, comme la rougeole, on l'attrape une fois, on est immunisé à vie, mais ça marche pas. Donc, avec un vaccin qui n'empêche pas la transmission, c'est à se rouler par terre, voilà. Oui, en théorie, mais en pratique, ça marche pas, quoi. Voilà. Alors, oui, parce qu'en biologie, la biologie, c'est pas des maths. Ce qui était intéressant, c'est la communication hier du virologue Sozugo, qui disait justement qu'il y avait une évolution de l'immunité avec l'âge, mais qui faisait que justement. Le micro. Mais on peut dire aussi que sur une population homogène jeune, on peut penser que ça va. En fait, on ne vous entendait pas. Mais moi, j'avais une petite question sur le vaccin de la variole. Est-ce que la variole n'a pas été éradiquée par la vaccination? Parce que c'est souvent ce qu'on entend dire. Ah bah oui, ça, je comprends bien qu'on l'entend dire et je vois bien les intérêts qu'il y a derrière. Honnêtement, moi, j'ai pas étudié la variole, j'ai pas étudié effectivement l'histoire. On entend dire effectivement, il y a des effets bénéfiques de la vaccination, y compris chez les gens qui ne sont pas vaccinés. Ça, c'est la première chose. Que la vaccination éradique des maladies. Bon, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, mais le problème, c'est comment elle les éradique, comment la vaccination éradiquerait les maladies. Si vous basez votre raisonnement sur un modèle mathématique en disant, bah, grâce à -1 sur R0, je commence directement l'épidémie au maximum, donc elle ne peut jamais se développer, ça, c'est un délire fou furieux. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y aurait pas de notion d'immunité collective qu'on pourrait faire ressortir d'une expérience. Ça ne veut pas dire effectivement que la vaccination ne sert à rien, mais au contraire. Mais la raison pour laquelle la variole a été éradiquée, on entend dire, comme tu dis, moi j'avoue que j'ai jamais vu quoi que ce soit passer, en tout cas en études mathématiques, sur ce genre de truc. Et en fait, justement, c'est des on-dit, quoi. C'est-à-dire que derrière, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande compréhension. On va sûrement observer une simultanéité dans le fait d'avoir vacciné et dans le fait ensuite de voir une maladie disparaître. Mais bon, souvent, elles peuvent réapparaître. Alors, pour enchaîner sur cette réponse, il y avait eu la même chose sur l'éradication du paludisme. Donc en fait, le premier théorème de seuil de l'histoire, c'est celui du moustique de Ross, qui disait que le paludisme, ça se transmet par les moustiques, et donc l'idée, c'était pour vaincre le paludisme, il fallait tuer tous les moustiques. C'est en gros l'idée. Et en fait, donc les gens ont bien compris que ça ne servait à rien, mais il y a Ross qui a dit non, on n'est peut-être pas obligé de tous les tuer. Il y a peut-être un seuil sur le nombre de moustiques à tuer qui fait qu'en dessous de celui-là,
eh bien, on ne pourra plus développer le paludisme. Donc, c'était la première chose. Et on a dans les années, je crois que c'est entre 55 et 68, quelque chose comme ça, il y a eu le Global Malaria Eradication Program, donc, qui était un programme d'éradication du malaria en tuant les moustiques. Donc, d'ailleurs, on balançait de la chloroquine, soit dit en passant, du DDT, de la chloroquine pour essayer de tuer les moustiques. Donc, il y a plein de pays qui ont fait ça sur la base des calculs de Ross, en fait, en disant, eh bien, voilà. Donc, il y a des pays où ils ont réussi à éradiquer, effectivement, des pays où ils n'ont pas réussi. Et puis quand ils ont réussi à éradiquer, ils ont regardé en gros le nombre de moustiques qu'ils ont dû tuer. Ce n'était pas du tout dans le nombre des calculs fait par Ross en fait. Ce qui veut dire que, bon oui, vous balancez de la DDT ou vous mettez un vaccin, vous allez éradiquer la maladie, et puis le pays d'à côté, en fait, ça ne marche pas. Donc en fait, je pense qu'on est très très loin de comprendre, et Hélène l'a dit. Bon, la biologie, c'est pas réductible aux mathématiques comme les atomes et la physique statistique seraient réductibles aux mathématiques. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est multifactoriel, dirait Raoult. Bon, faites ce que vous pouvez, mais vous pouvez rien prévoir, rien modéliser, pratiquement rien quantifier. Donc oui, peut-être que le vaccin de la variole a permis d'éradiquer la variole. Ça ne veut pas dire pour autant que les injections expérimentales vont permettre d'arrêter le Covid, quoi. Enfin, Alors juste sur la variole, il faut lire les analyses de Bernard Guilbeault, qui est mathématicien et épidémiologiste, qui a publié plusieurs articles où il explique qu'il a étudié le compte-rendu de l'OMS, de Anderson en particulier, celui qui était chargé de l'éradication. Et c'est bien, quand on lit bien, on voit que en fait, la variole, elle a évidemment protégé des gens, parce que c'était une maladie mortelle, mais l'éradication, c'est l'isolement des contacts et des malades, qui a été fait à la fin de manière militaire en Afrique et en Inde. C'est-à-dire que les maisons où il y avait des malades, elles étaient entourées par l'armée, personne ne sortait, et c'est comme ça qu'on a éradiqué, parce que c'est la seule maladie qui est uniquement humaine, et pour laquelle les symptômes apparaissent avant la transmissibilité, avant que les personnes soient contagieuses. Donc avec ces trois caractéristiques qui sont spéciales à la variole, on a pu l'éradiquer grâce à l'isolement des contacts, aidé par la vaccination. Mais ce n'est pas la vaccination toute seule. Non. Non. Il faut que je vérifie. Non, je vais le faire. Bon, mais merci beaucoup.